Bonjour à toutes et tous. Bienvenue et merci beaucoup d'être là pour cette table ronde qui est consacrée donc à la question de l'innovation de rupture dans le domaine de la défense, où on va donc essayer de réfléchir à la question du progrès et de la compétition dans le domaine militaire et de l'armement, et aux manières dont l'institution militaire, les institutions militaires, se préparent et sont plus ou moins capables de se configurer pour y faire face. Je suis Alexandre Jublin, producteur du podcast consacré aux questions militaires et stratégiques, le Collimateur, et je serai donc le modérateur de cette table ronde qui pose des questions, je crois, incroyablement structurantes sur les capacités de nos armées, dont le grand public voit souvent l'aboutissement matériel dans les conflits contemporains, quand il s'agit de tel ou tel matériel qu'on présente plus ou moins judicieusement comme un game changer. Mais derrière tout ça, il y a un océan de réflexion organisationnelle pour essayer de favoriser ce progrès qui se concrétise parfois sur le champ de bataille. Et pour en discuter, j'ai donc le plaisir de distribuer la parole à des panélistes qui sont à la fois dans et en dehors de l'institution et qui permettront à la fois de détailler la réflexion qui est en cours dans les armées sur ce sujet, mais aussi ce qu'un regard extérieur et des comparaisons peuvent apporter et stimuler dans ce chantier permanent pour l'institution. Alors je vais pousser un peu par cercle concentrique. Donc tout d'abord, Laurence Marion, conseillère d'État et directrice des affaires juridiques au secrétariat général pour l'administration du ministère des Armées. Puis l'ingénieur en chef de l'armement, Gaël Desilles, chargé d'études au Conseil général de l'armement, qui fait partie d'Academ, co-auteur de 2 rapports de ce conseil sur l'innovation. Ensuite, André Lescruc-Pietri, fondateur et président de la Joint European Disruptive Initiative, une structure qui a l'immense mérite de s'abrévier en JEDI. Le bureau des acronymes a bien travaillé chez vous. Et qui réfléchit et agit pour le financement de l'innovation de rupture en Europe. Je précise que vous êtes également colonel de réserve dans l'armée de l'air et de l'espace, et j'ajoute que vous avez travaillé pendant un temps au cabinet de l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly. Et enfin, Philippe Zilberzan, professeur à l'EM Lyon, spécialiste de la stratégie en incertitude, auteur notamment de Relever le défi de l'innovation de rupture, paru en 2015 chez Pearson. Alors, la question première de ce point de vue, pour quelqu'un qui n'est pas totalement familier de la littérature sur l'innovation, c'est ce qualificatif de rupture. Donc voilà, la question la plus basique que je puisse poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture et comment est-ce que ça se différencie d'autres types d'innovations? Peut-être Gaël Desilles? Oui, je peux éventuellement élaborer sur ce sujet-là, en dehors de la question de savoir si c'est pertinent de s'interroger sur ce que ça signifie, l'innovation de rupture. Il y a quand même des organisations un peu officielles qui s'emploient à poser des définitions. Par exemple, l'OCDE, le manuel d'Oslo, qui distingue un certain nombre de catégories d'innovation qu'elles touchent aux produits, aux procédés, à l'organisation, à la commercialisation. On parle aussi d'innovation de produits en tant qu'elle représente une modification significative des produits déjà en place, donc des améliorations. Puis il y a aussi le cas vraiment des nouveaux produits. Et puis ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que l'OCDE a supprimé le mot technologique de façon en fait à demeurer très large dans l'acception de l'innovation. Pourquoi l'OCDE a adopté un peu cette nomenclature? C'est surtout à des fins d'enregistrement et de statistiques des budgets consacrés par les membres de l'OCDE à l'innovation. Et donc, pour pouvoir compter les sous, il fallait bien savoir où est-ce qu'on les met. Autre chose également, c'est que la rupture, dans ce paradigme-là, c'est un indice d'impact extrême pour modifier la structure du marché ou créer de nouveaux marchés. Voilà. Peut-être Philippe Zilberzan, puisque c'est quand même dans le titre de votre ouvrage, donc j'avais quand même envie de vous proposer une définition à votre tour. Oui, alors la difficulté avec la rupture, c'est qu'en fait, aucune techno n'est de rupture en elle-même. Ce qui la rend de rupture, c'est la façon dont on l'utilise. Donc quand on a une nouvelle techno, très souvent, la tentation, c'est de la mettre au service d'un modèle existant. Elle ne devient de rupture que quand on construit un modèle autour de ce qu'elle permet de faire. Alors quand je dis modèle, c'est notamment à la fois un modèle organisationnel et un modèle d'usage. L'exemple un peu bateau, si je puis dire, dans le contexte, c'est le char d'assaut. Au début, le char d'assaut est mis au service de l'infanterie. Donc là, il est en continuité, en fait. C'est-à-dire qu'il améliore
la performance d'une entité existante. Donc là, cette techno n'est pas de rupture dans son utilisation. Et puis, il y a une alternative qui est de dire non, on peut construire des unités de chars, etc., ce que fera Guderian. Et à ce moment-là, ça devient une rupture. Donc, le truc à comprendre, c'est que la notion de rupture, elle est toujours relativement à quelque chose, et notamment au dispositif organisationnel, mais même, je dirais, au modèle qu'on peut avoir. Et ce qui va faire, encore une fois, qu'on peut mobiliser une techno au service de l'existant, auquel cas il n'y aura pas de rupture, même si ça peut être utile, ou on peut inventer quelque chose autour de cette rupture, et là, généralement, on en exploite le potentiel pleinement. Donc la rupture, ça tient à ce qu'on en fait, pas en soi. Voilà, ça c'est une petite subtilité, mais je crois que c'est important. Alors peut-être pour continuer de caractériser, ce serait peut-être pas inintéressant de donner des exemples. Donc là, il y a le char d'Assos qui est un exemple qui date un peu. Peut-être des exemples d'innovation, de rupture contemporaine, je ne sais pas, André Le Scoop-Pietri. Oui, peut-être en complément avec ce que dit Philippe. Donc bonjour à tous. Alors comme vous avez fait un petit nudge sur JEDI, nous on finance des programmes de recherche justement trop risqués ou trop long terme pour le privé, ce que les anglo-saxons, ce qu'on dit en bon français les moonshots, donc des sujets qui peuvent changer la donne économique, stratégique, militaire, et qui aujourd'hui ne sont pas couverts, parce qu'il y a un petit peu cette obsession de la start-up, qui ne seront pas faits par des start-up, parce que justement aujourd'hui il n'y a pas de modèle économique. Et un exemple pour répondre à votre question, c'est typiquement ce qui s'est passé sur ce dont on parle tous les jours, c'est sur l'IA générative. En 2018, quand Microsoft met 1,5 milliard dans une fondation, donc intéressant, ce n'était pas une société qui s'appelle OpenAI, il n'y a pas de modèle économique là-dessus. D'ailleurs, c'est 2018, ce qui quand même laisse réfléchir sur notre capacité d'anticipation. Les gens qui disent on ne l'avait pas vu venir, ils n'ont pas lu le papier de Google qui date quand même d'il y a 6 ans. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que l'impact ça a, alors sur les aspects économiques, cet investissement qu'a fait Microsoft est probablement responsable pour l'augmentation de valeur de cette société dans les 12 derniers mois, qui est de 1 000 milliards d'euros. Je ne sais pas si tout le monde est conscient aujourd'hui que Microsoft vaut plus que tout le CAC 40. Microsoft vaut aujourd'hui plus que tout le CAC 40. Donc, les débats sur la souveraineté sont quand même assez intéressants. Donc, un sujet, c'est ça. On se dit, ça peut changer la donne, mais on n'a pas forcément tout de suite un cas d'usage. Et la deuxième chose, peut-être c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine, évidemment, sur les drones. Le fait que, j'ai vu dans les stratégies du ministère, évidemment, les drones, les essaims de drones, mais le fait qu'aujourd'hui, on est en Ukraine, semble-t-il, c'est des informations ouvertes, donc je ne sais pas si c'est vrai, une production de 30 000 drones, 20 000 qui sont perdus ou utilisés ou détruits par mois, et que ça va monter à 100 000 drones par mois, ça c'est une vraie rupture parce que l'utilisation qui en est faite. Et là il faut se poser la question, est-ce que tous nos high value assets sont armés face à ça? Quand sur une frégate on a 16 ou 32 missiles qui valent 1 million de pièces, est-ce qu'on est armé? Est-ce que sur un sous-marin, on est armé? Est-ce que sur un char de combat, on est armé? Donc voilà, c'est deux choses, je pense, qui illustrent bien qu'on peut être sur des renversements totaux. Mais la bonne nouvelle, et je reviens sur cette histoire de ChatGPT et d'OpenAI, c'est que ça montre aussi que les innovations de rupture, et c'est ça le plus important pour nous tous, c'est que ça a une capacité à rebattre les cartes complètement. Je veux dire, les Européens, les Français ont essayé depuis 20 ans de faire la peau de Google. On n'y est pas arrivé en essayant de faire la même chose. La rupture a cette capacité à rebattre les cartes. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on arrive à ce que ces ruptures, et c'est peut-être mon tout dernier point, c'est que je pense qu'on est arrivé dans un monde de grands paris, et on vient à ce sujet organisationnel, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui sont dans le linéaire, et on est tous cognitivement très linéaires dans notre approche, on est sûr de perdre. C'est-à-dire, si on vise au ball trap, pour ceux qui en font la cible, vous êtes sûr de la louper. Donc, ça veut dire qu'il faut expérimenter plein de choses en même temps sur une cible qui bouge. Est-ce que ça, on en tire toutes les conséquences dans nos processus d'achat public, dans notre rapidité de mise en œuvre? Voilà, je pense que c'est vraiment ça pourrait être le sujet de notre débat aujourd'hui. Oui, en plus, il faut bien réaliser que les ruptures, quand elles arrivent, on a l'impression que c'est rapide. C'est brutal, et d'ailleurs le mot rupture le suggère. Hein. Peut-être un mauvais escient, parce qu'en réalité, toutes les ruptures
qu'on a évoquées se sont étalées sur des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on a eu largement le temps de les avoir vus venir, et même parfois, dans certains cas, on est partie prenante du développement de ces ruptures. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, assez important à avoir en tête. La rupture, c'est pas quelque chose de rapide, c'est pas la blitzkrieg, quoi. Et en même temps, ça l'est aussi. Philippe Superdan ? Oui, juste pour ajouter, effectivement, on a l'impression que la rupture, c'est un truc qui est un événement, un moment brutal. Et on l'a vu avec l'IA, la brutalité avec laquelle, presque du jour au lendemain, tout le monde a découvert ChatGPT, etc. On oublie que l'IA, c'est en développement depuis les années 50. Et donc, le propre d'une rupture, c'est que pendant très longtemps, les impacts sont négligeables. Donc ça se développe plus ou moins, il y a des accidents, on expérimente, on est déçu, on a des espoirs, ça ne marche pas, etc. Et puis à un moment donné, pouf, ça explose. Et là, les gens disent ah, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'on est dans la phase d'explosion. On oublie parce qu'on est surpris. Voilà. Et là, on est surpris parce qu'on a oublié effectivement qu'on est dans un monde non linéaire dans lequel on va avoir une espèce d'incubation pendant. L'IA, effectivement, c'est le premier mot IA, il est prononcé en 1956. Et on peut dire qu'à quelques pouillèmes près, ça commence à exploser dans les années, soyons généreux, dans les années 2005-2010. Vous voyez, donc il s'écoule 50 ans pendant lesquels, en pratique, il n'y a pas d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais que l'impact est très négligeable. Et ça, on l'a pour quasiment toutes les technologies. Donc le danger de la rupture, c'est à la fois que l'impact survient d'un coup, mais sa genèse et son développement vient de très très loin et pendant très longtemps. Et on a la même chose pour Internet. On a la même chose pour l'automobile et on pourrait citer quasiment toutes les technologies comme ça. Je peux peut-être prendre un troisième exemple qui parle à tout le monde, qui est le Covid. Je ne sais pas si tout le monde connaît le nom de Katalin Karikó. C'est une chercheuse d'origine hongroise qui, pendant 15 ans, a véritablement vivoté dans un labo à Penn State avec un demi-doctorant travaillant sur l'ARN messager. Alors elle a eu le Nobel maintenant il y a 3 mois, et ce qui est assez intéressant, elle me disait pendant 15 ans personne n'y a vraiment cru, il y a eu ce déclencheur, c'est peut-être le truc à rajouter à Philippe, c'est que parfois il y a des déclencheurs, bon, peut-être la guerre en Ukraine pour les drones, évidemment le Covid pour l'ARN messager, mais ce qu'elle me disait, c'est ça qui est grave et auquel il faut qu'on réfléchisse tous les jours, c'est aujourd'hui vous essayez de développer des vaccins qui ne sont pas ARN messager, vous ne trouvez pas d'argent. Donc on est en train de refaire exactement la même erreur en se disant ça y est, on a trouvé le Graal, on est à nouveau sur la courbe, sur la ligne, et on ne réfléchit pas à des choses différentes. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que vous intégrez cette capacité à, pour paraphraser une marque de chaussures de sport, ou une marque informatique, comment vous pensez différemment, mais de manière intégrée dans les organisations. C'est toute la question, et c'est vraiment sur l'angle de la réflexion organisationnelle qu'il faut se placer parce que là, on parle d'une petite fondation, OpenAI, qui ensuite a été reprise par un grand machin, enfin une très grande entreprise qui est Microsoft. Et donc c'est toujours l'idée d'externaliser à des petites structures agiles, souples, qui, elles, vont innover, vont faire l'innovation de rupture, qui seront après récupérées. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être de manière un peu canonique, sur la capacité des grandes entreprises, alors pas que des entreprises, évidemment, on va parler aussi des institutions militaires, mais c'est après tout une grande organisation aussi. Si. Mais justement sur la capacité de ces grandes organisations à comprendre, cerner, anticiper et surtout favoriser ce genre d'innovation de rupture. Je sais pas, peut-être Philippe Zilbozan ? C'est le vrai sujet en fait. C'est-à-dire que la grande organisation, quand elle fait face à une rupture, généralement la grande organisation est au courant de cette rupture. C'est assez rare qu'on soit aveugle. Tout le monde connaît l'IA depuis très longtemps, etc. La vraie difficulté, c'est que la rupture, et c'est pour ça qu'on appelle ça une rupture, c'est que la rupture suppose de remettre en cause des éléments très importants de notre organisation. Et donc il y a un conflit en fait. Il y a un conflit entre préserver ce qu'on est aujourd'hui et changer ce qu'on a aujourd'hui pour permettre de faire ce qu'on pourra faire demain avec la rupture. Et donc ce conflit-là, il existe au niveau de l'organisation actuelle, il n'existe pas au niveau de la petite start-up qui se crée, puisqu'elle n'a pas d'historique. Et donc, je vais la laisser terminer. Restez quand même, ça vaut la peine, mais restez quand même. C'est une rupture.
Voilà. Donc, si vous prenez un exemple, alors hyper bateau, hein, mais Kodak, Kodak, il est détruit par le digital, mais c'est aussi l'inventeur du digital. Donc, ils savent tout sur le digital. Ils ont lancé le premier appareil photo numérique, ils l'ont inventé, ils l'ont commercialisé, ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour lancer du numérique. Mais au final, le numérique détruisait qui ils étaient historiquement. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont lancé qu'à moitié, en fait. Et c'est ça le grand défi de la rupture, c'est que ça change tellement de choses dans qui on est, dans notre organisation, qu'on va le faire quand même parce qu'on est un peu forcé, mais on va le faire à moitié. Et quelqu'un de l'extérieur, lui, n'ayant pas cet historique à préserver, va le faire à fond. Et ça, c'est des mécanismes qu'on revoit très très fréquemment. Il y a une grande rationalité derrière ce mécanisme. Il faut bien réaliser qu'une grande organisation, qui est une grande entreprise commerciale, elle a évidemment une organisation qui est pilotée sur la performance à mettre des produits sur le marché et à garder la tête haute sur le marché par rapport à des concurrents. Le parallèle est saisissant avec toute grande organisation, je dirais, publique, comme un ministère des Armées. En fait, si on transpose, c'est exactement la même chose. Il y a des missions primordiales à mener et l'organisation est taillée pour être performante, hein, avec des effectifs réduits. Tout est optimisé autour de grands objectifs. Alors, si c'est le ministère des Armées, c'est d'abord mener les missions opérationnelles, c'est définir, faire développer et fournir les équipements en coût, délai et performance, qui sont des marqueurs très profonds de tout ce que l'organisation met en place pour arriver à tenir ces objectifs. Oui, si je pouvais juste répondre, à la fois d'accord et pas d'accord. Je vais me faire, c'est bizarre parce que j'ai juste eu un passage chez Airbus au début de ma carrière, quelques belles années, mais je ne suis pas un homme de grandes organisations, mais il faut faire attention. Je pense que ça ne s'adresse pas évidemment à ce panel, mais je trouve que franchement, en France et en Europe, on a encore un manque de réflexion stratégique sur ce sujet d'innovation. C'est d'abord des équipes. Et à l'intérieur de grandes organisations, vous avez des équipes qui, si vous les sortez de la gangue, des résultats trimestriels, etc., sont parfois aussi innovantes, voire plus innovantes. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer quelque chose. La start-up, elle est razor sharp, elle est comme un laser, elle doit se concentrer sur son métier. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on est, les vraies ruptures, elles n'arrivent pas dans un secteur, elles arrivent à l'intersection entre deux disciplines. La fameuse interdisciplinarité dont on nous rebat les oreilles sur la science, etc., que très peu de gens font parce que c'est difficile, parce qu'on est dans un monde où il faut être de plus en plus technique et il faut être à la fois, si vous faites aujourd'hui du stockage sur ADN ou de la prévision comme le fait DeepMind aujourd'hui sur la prévision sur le climat, bah vous devez être à la fois climatologue, expert en grands modèles, développer peut-être vos propres semi-conducteurs, donc c'est très difficile. Et en fait, les grands groupes, les organisations ont un avantage qu'elles utilisent très peu, c'est cette capacité à voir beaucoup de choses. Donc, tu as raison sur le fait que souvent elles le voient, mais elles ont une incapacité. Et il faut quand même qu'on se pose la question, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand on demande, et j'espère qu'il n'y a personne de ces organisations, et à nouveau c'est avec beaucoup de respect, quand on demande de créer la batterie du futur, quand même le stockage c'est un sujet important pour les armées, pour la transition énergétique, pour l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, 65% des batteries dans le monde sont chinoises. Augmentation de la tendance. Quand on demande à Total, Umicore, BASF et Varta de créer la batterie du futur, ben non, c'est pas un pétrolier qu'on va demander de se remettre en cause. Donc en fait, dans nos processus, notre capacité à choisir les gens sur lesquels on mise pour vraiment rebattre sur les dronistes, on a vu un petit peu la même chose. Donc je pense qu'il y a vraiment cette capacité. Comment est-ce qu'on fait pour donner sa chance à quelqu'un qui n'a pas encore un track record, une expérience? Et je me tourne vers vous parce que je pense que c'est un vrai sujet de la réflexion sur l'achat public. Moi, je suis personnellement persuadé qu'il ne faut pas demander aux grands groupes et encore moins aux startups de prendre tous les risques. Ça peut sembler contre-intuitif. C'est à l'État, avec son AAA ou son AA, etc., à être le premier à acheter. Et quand vous regardez les sujets comme Elon Musk, qui a souvent dit toujours il est gavé de subventions, c'est faux. Il a eu un contrat au début
de la NASA, sur 5 lancements, il y en a 4 qui ont planté miraculeusement, et heureusement pour lui, peut-être coup de chance, coup de génie, le 5e a marché. Et aujourd'hui, est-ce qu'on utilise l'achat public pour des sujets vraiment... Ben non, on demande à Renault de tester des clouds français. Ben non, ça devrait être l'État qui démarre avec les solutions les plus risquées. Et il ne faut pas demander aux grands groupes, parce que les grands groupes, ils ont leurs propres contraintes, quoi. Voilà. Laurence Marion, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou... Je crois qu'avant de se saisir par l'achat public de ces questions d'innovation, il faut s'assurer qu'on en a les outils. En tout cas, moi, très modestement, comme directrice des affaires juridiques, c'est évidemment un point de préoccupation majeur. On parlait de baltrap tout à l'heure. Moi, j'ai un peu l'impression d'être comme un lapin devant une assemblée de chasseurs. Évidemment, quand on parle d'achat public et innovation, il y a une posture qui est je suis solidaire, très quand souvent même. relativement Je suis moi-même un ancien acheteur à peu près. Je voudrais essayer de donner un message d'encouragement pour faire ce que beaucoup connaissent, l'inventaire, mais on aura l'occasion plus tard d'y revenir dans la discussion. Mais j'aurais voulu d'emblée dire quand même que l'achat public et les règles de concurrence, même s'ils sont intuitivement complètement orthogonales avec tout ce qu'on a entendu, averse au risque, il faut définir du besoin, se projeter, sécuriser l'argent public, la finalité, si on y revient, c'est quand même de préserver la concurrence. Et qui dit concurrence dit innovation. Donc je crois qu'on peut partir de ce constat qu'il faut en tout cas qu'on trouve les moyens d'utiliser cet outil de la commande publique pour, je dirais, absorber du risque et acheter de l'innovation, au sens où on achète et on donne une possibilité de s'investir et d'avoir, si ça fonctionne, le passage à l'échelle, et puis si ça ne fonctionne pas, une rémunération qui soit à la hauteur de ce qui permet d'avoir quand même un modèle économique qui, en tout cas dans l'amorçage, reste viable. Donc voilà, peut-être d'emblée pour poser le débat juridique, je pense que c'est comme ça qu'il faut apprendre des choses. Oui, tout à fait. C'est peut-être le moment de commencer à faire des comparaisons, de regarder un peu ailleurs. Notamment, l'exemple qu'on convoque toujours pour ces cas-là, c'est les États-Unis, avec ce qui est un parallèle naturel avec ses limites aussi, notamment en termes de dimensionnement. Et souvent, l'organisme vers lequel on se tourne, c'est la DARPA. Alors, peut-être, André Le Scruc-Pietri, puisque je crois que le JEDI n'est pas étranger totalement à la comparaison avec la DARPA. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer déjà comment ça fonctionne empiriquement aux États-Unis, et puis peut-être ce qui permettra de dire comment ça pourrait infuser à divers degrés. Notamment sur la question du droit, notamment. Vaste programme. Mais juste pour rebondir sur le point, et c'est lié à ça, moi je suis le premier qui plaide pour en fait un renforcement des compétences et des capacités des acheteurs publics. Vous connaissez cette phrase, ou vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais tort quand vous choisissez IBM, c'est-à-dire que finalement, quand on est sur des sujets où aujourd'hui, si on est d'accord avec l'hypothèse qu'on est dans ce monde exponentiel, et où on a beaucoup de mal à anticiper. Et finalement, on est obligé de prendre certains risques. Et si vous n'êtes pas capable de juger avec plutôt des compétences scientifiques, technologiques, des outils qu'on vous propose, forcément, on ne va jamais vous reprocher, quand vous êtes le Health Data Hub, pour parler d'un sujet un petit peu à la mode en France, de choisir un Microsoft. Parce que c'est la solution de sécurité. Quand on va avoir Iris Carré ou Iris Square choisi au niveau de la Commission européenne, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y a au sein de la DG DEFIS une compétence très forte sur les antennes, sur les nouveaux matériaux, sur la capacité d'avoir des calculateurs embarqués. Donc je pense que l'achat public doit aussi se transformer et avoir beaucoup plus de compétences. Et en plus, dans un contexte où on a plutôt tendance à se disperser. Le dernier programme européen de recherche, c'est 37 000 projets. Quand vous avez 37 000 projets, vous ne savez pas évaluer. Quand vous ne savez pas évaluer, vous n'avez pas le courage d'arrêter. Et donc, on saupoudre. Évidemment, dans notre pays, on ne saupoudre pas, bien entendu. Mais bon, regardez aujourd'hui France 2030. Ils dispersent l'argent partout. Alors, tout le monde est d'accord. Peu de gens vont critiquer parce que ça fait plaisir un peu à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est sorti de révolutionnaire en 2 ans des 25 milliards d'euros qu'on a mis? Je rappelle qu'avec 11 milliards de dollars, les États-Unis ont sorti, notamment Moderna, piloté par un Français, malheureusement aux États-Unis, au bout de 8 mois. En 8 mois, on a fait un vaccin.
Ça fait 6 ans qu'on a mis 3 milliards dans les batteries. Qu'est-ce qu'il est sorti? Rien. Donc bon, je reviens sur la DARPA. En un mot, d'abord un papier A4 ou un papier letter avec une phrase du président Eisenhower à l'époque, No technological surprise. Donc ils ont une mission ultra simple suite au choc Spoutnik. En fait, ce n'était pas Spoutnik le problème, c'était le vecteur et donc ce qui deviendrait ensuite des missiles intercontinentaux qui soudain rendaient le continent américain vulnérable. C'était ça la raison. Donc il y a eu ce choc et cette entité, elle est là pour en permanence être, non pas à réussir, ils ont un KPI, un indicateur clé de succès qui est si on réussit plus de 20%, donc ce n'est pas du fail fast, qui est à nouveau une version pas très, on n'a pas beaucoup travaillé chez nous. Il ne s'agit pas c'est pas le droit à l'échec, c'est de dire si vous réussissez plus de 20% de ce que vous lancez, ça veut dire que vous n'êtes pas à la frontière. Je vois le général Lanata ici, vous n'êtes pas à la limite de l'enveloppe, quoi, voire au-delà. C'est ça l'enjeu de cette entité. C'est d'être une entité au sein de l'administration américaine qui en perd. Et deux, ce n'est pas une question d'argent. Je le répète toujours, c'est 3,5 milliards maintenant de dollars sur les 35 milliards qui sont mis dans la R&D du Pentagone. Mais ça a deux effets. Un, c'est que parfois ça réussit. ARPANET, devenu Internet, le GPS, la furtivité, certains semi-conducteurs. Beaucoup d'Européens ont gagné des programmes d'ARPA. C'est d'autant plus frustrant. Luc Julia, que vous connaissez probablement tous, qui est celui qui a vraiment développé l'interface voix-machine, ce qui deviendra Siri. Un Allemand qui a gagné le challenge sur le véhicule autonome en 2004. Et deuxième chose, ça met une pression au programme classique. Donc ça, c'est une des choses, je pense, qui est peut-être à retenir, un message, c'est de dire, surtout ne faisons pas des guichets uniques. Je sais bien qu'on est dans un pays qui adore le guichet unique. Mais si on croit tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, il faut, pour justement tirer le disque, il faut prendre... voilà, ceux qui chassent le savent, si vous utilisez un fusil, vous êtes sûr de perdre. Si vous utilisez une chevrotine, et je pense que l'innovation aujourd'hui, ça doit être de la chevrotine. Alors comment on rend ça compatible avec une bonne utilisation de l'argent public? Parce qu'on sait qu'on va perdre. C'est la grande question. Gaël. Oui, sur DARPA, il y a un aspect aussi des choses, je crois, c'est que c'est très attractif pour les esprits les plus brillants que la DARPA propose des sujets qui sont insolubles, qui sont revendiqués comme étant extrêmement difficiles, positionnés très très haut dans la technologie, dans les ambitions, et sous le pilotage d'ingénieurs et de chercheurs de très très haut niveau, de classe mondiale, qui sont des directeurs de programmes d'ARPA. C'est aussi une partie, si j'ai bien compris, de la philosophie d'ARPA, c'est d'attirer les talents en resserrant les projets autour d'ambitions très élevées et également très courts dans le temps. Voilà, je ne sais pas si André veut... Oui, cette notion, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire, on a toujours tendance à penser, et je voyais le rapport sur l'intelligence artificielle qui est paru hier, où les auteurs disent qu'il faut mettre 5 milliards d'euros par an sur les 5 prochaines années. Bon, je ne vous fais pas un dessin sur l'état de nos finances publiques. Je pense que c'est une mauvaise conclusion. Évidemment, c'est une tautologie de dire que plus d'argent, c'est mieux que moins d'argent. Mais aujourd'hui, la méthode est importante et surtout le temps. Là, pour le coup, le président de la République j'enlève le pour le coup, le président de la République avait raison lorsqu'il a lancé France 2030. Il a eu cette phrase qui a beaucoup choqué dans le monde scientifique. Je pense qu'il a raison. C'est une bonne innovation. Je crois que c'était à peu près ça. Octobre 2021, une bonne innovation 6 mois trop tard ne vaut rien. Et on le sait tous, c'est qu'aujourd'hui, il y a une captation de la valeur par les premiers. Donc courir après est de moins en moins intéressant. Par contre, et l'exemple de ChatGPT en est un parmi plein d'autres, le fait d'essayer d'imaginer le coup d'après. C'est quoi le coup d'après dans la biologie de synthèse? C'est quoi le coup d'après dans l'IA? Ce que également occulte totalement le rapport sur l'IA, c'est que, j'ai entendu ça à la conférence de sécurité de Munich, c'est qu'ils estiment qu'avec l'entraînement des grands modèles de langage, on va avoir une consommation électrique double en 2035 aux États-Unis par rapport à aujourd'hui.
Donc on a un problème électrique qui est majeur. Certains disent qu'en France et en Europe, c'est 2027 où on n'a plus assez d'électricité. Donc on va bien voir. Donc le vrai sujet, ça serait non pas de faire un chat GPT, on n'a aucune chance. Enfin, bon courage à Mistral, mais c'est est-ce qu'on peut faire des grands modèles de langage qui consomment 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois de moins d'énergie. À la fois, ça serait le coup d'après, et en plus, ça nous permettrait de reprendre l'avantage. Donc je pense que cette capacité prospective que les armées ont quand même intrinsèquement, je pense que là, ils sont plutôt extrêmement bien placés. Alors, il n'y a plus le PP30, pour les plus anciens se rappellent de ça, mais je pense que cette capacité, non pas de penser 2060, ça c'est, je pense, vraiment de la science-fiction, mais c'est quoi les sujets qui seront importants en 2025, 2030, 2035, et qu'il faut préparer aujourd'hui. Philippe Zilberzon, là-dessus, et puis sur ce que cette comparaison, les limites de cette comparaison, c'est aussi le changement, enfin, les moyens qui sont très différents, le dimensionnement qui est très différent. Donc la question, c'est favoriser cette innovation de rupture à moyens limités, contraints. Voilà. Comment est-ce qu'une organisation se pose et affronte ce problème, spécialement dans un domaine comme le domaine militaire ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que ce n'est pas forcément toujours une question de moyens. Celui qui fait la différence dans la rupture, ce n'est pas celui qui est le premier. Moi, je ne crois pas qu'il faille être le premier. Je ne souscris pas du tout à ce que disait Macron quand il dit une innovation 6 mois trop tard, c'est trop tard. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est celui qui gagne, c'est celui qui réussit à faire quelque chose d'une innovation qui a de la valeur. Et donc là, ce n'est pas une question de temps, c'est une question, alors on peut l'appeler créativité, imagination, tout ce qu'on veut, c'est une question de management. C'est-à-dire prendre une techno, si on parle de techno, parce que toutes les ruptures ne sont pas technologiques, au passage, c'est justement celui qui gagne, c'est celui qui réussit à tisser les différents fils pour que la techno soit mobilisée dans quelque chose qui a du sens, au sens stratégique, militaire, économique, financier, que sais-je. Donc, la valeur, elle est là, elle est dans celui qui réussit à créer de la valeur avec la techno. Et là, encore une fois, on peut être le premier en intelligence artificielle en 62, ça ne va pas vous avancer beaucoup. On peut être le premier à faire de l'IA en 71, ça ne va pas vous avancer beaucoup. Donc celui qui réussit, c'est celui qui réussit encore une fois, à donner un sens à cette techno dans un contexte qui l'intéresse. Et lui, c'est lui qui gagne, en fait. Donc c'est ce que l'on fait de l'innovation, plus que l'innovation en elle-même. Les cimetières sont remplis de gens très intelligents qui avaient des idées géniales 6 ans avant tout le monde. C'est pas très intéressant, à part dans l'histoire peut-être de la science. Mais Alors, ensuite, la question, si on arrive à un niveau un peu plus granulaire, c'est la question de la mise en œuvre. Et notamment dans un contexte comme le contexte français, où en fait, les innovations, la plupart, ne sont pas produites directement par l'État. Il y a une relation avec les industriels, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a de la sous-traitance, il y a du pilotage, etc. Donc peut-être, Laurence Marion, comment est-ce que vous pourriez déjà nous faire un panorama très fonctionnellement, puisqu'il y a aussi, je vois des étrangers, notamment des militaires étrangers dans la salle, de comment ça fonctionne ce processus d'achat, de ce processus de pilotage pour essayer de favoriser l'innovation en coopération, mine de rien, public-privé. Alors, de manière très schématique, il faut partir du point de savoir si on a une idée assez précise du besoin, de ce qu'on souhaite acheter. Donc, soit on le sait et on a une idée, mais on s'éloigne un peu de la notion d'innovation que on a l'objet, le service, le matériel sur le marché, mais on n'a pas une idée très précise de savoir quel est le montant ou quel exactement l'objet poursuivi. Et là, on dispose de la possibilité d'avoir un accord compétitif dont la singularité est qu'on peut avoir une définition progressive du besoin et un achat qui est adapté au regard de ces contraintes. Mais ça, on le voit bien, ça suppose quand même d'avoir une idée relativement précise au stade du lancement du processus. On a dû, dans un cadre européen, puisqu'évidemment toutes ces questions sont complètement portées et intégrées dans le cadre des directives marché européennes, dès 2014, a mis en place ce qu'on a appelé des partenariats d'innovation qui permettent précisément de s'affranchir de la nécessité d'avoir une idée assez précise de ce qu'on veut acheter, de ce qu'on veut chercher. Et donc ce sont des outils contractuels
qui sont assez performants et dont je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on fasse un bilan au sein du ministère des Armées pour savoir, au regard notamment de modèles étrangers, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce qui nous ont permis, qui permettent d'avoir l'identification, finalement, un achat de recherche auprès d'un opérateur et la possibilité par la suite de transformer une fois que le prototype, ou en tout cas que la recherche commence à aboutir. Alors, tout ça, je dirais, c'est les deux grands outils contractuels dont on dispose. On a également des choses qui sont plus, je dirais, plus immédiates et qui relèvent de l'achat plus basique, moins de recherche et développement, mais qui permettent de développer quand même des prototypes. Et ça, on est dans le cadre de beaucoup de marchés défense et de sécurité, ce qu'on appelle l'achat d'innovation, et sur lesquels il y a une possibilité, sans avoir à relancer de manière systématique une concurrence, ni d'avoir une mise en concurrence préalable, de développer en partenariat avec une entreprise donnée, et souvent en lien extrêmement fort, en dessous d'un certain seuil qu'on s'est attaché à relever progressivement dans les marges de manœuvre qui nous étaient laissées, d'avoir cet achat d'innovation qui est préservé des obligations de mise en concurrence. Alors, persiste, et je pense que vous en direz un mot, une difficulté qui est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, je dirais, une innovation qui a pu mûrir dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on donne une garantie à la fois pour l'acheteur public qui va pouvoir prolonger et acheter et équiper ce qui était prototypal et développé à grande échelle, et puis surtout pour la start-up, pour l'entreprise qui l'a prise en charge, comment est-ce que derrière on garantit pour elle qu'il y aura un marché qui lui sera réservé d'une certaine façon. Et donc là, on a toute une réflexion sur ces passages à l'échelle, avec une articulation avec les seuils européens qui n'ont pas pour unique objet de casser les pieds aux acheteurs, qui ont aussi un objet de parvenir à ménager des marchés réellement concurrentiels. Et pour finir par là, dans le cadre des réflexions qu'on mène actuellement, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore travailler ces seuils de manière à pouvoir, notamment dans les marchés très innovants de la défense et de la sécurité, où il y a un vrai savoir-faire en termes de passage, en tout cas de maniement de la commande publique, essayer d'aller plus loin pour sécuriser ces questions de passage à l'échelle dont je comprends aujourd'hui qui sont la préoccupation et en tout cas le frein à une innovation qui soit réellement performante aujourd'hui. Gaël Lesil, je rappelle que vous avez fait récemment 2 rapports sur cette question et notamment sur cette question de la contractualisation. Oui, puis je suis un ancien directeur des contrats d'études pour l'innovation pour la défense et pour les programmes terrestres en l'occurrence. C'est un domaine assez sympathique. Donc je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y a quand même un cadre qui est assez fort, qui s'exerce au quotidien sur les acheteurs et les prescripteurs publics du ministère des Armées. Alors, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'on peut quand même jouer avec ce cadre. La DGA et l'Agence d'innovation de défense ont par exemple expérimenté, je pense avec pas mal de succès, des formes d'accords cadres pour les études amont, donc pour vraiment susciter des innovations parmi lesquelles on espère qu'il y aura de futures ruptures. Et des cadres qui permettent de combiner à la fois ce caractère très ouvert d'une innovation qui se trouve à l'extérieur, qui est potentiellement civile, très volatile, et puis réaligner aussi avec des grands objectifs techniques ou à l'intérieur de grands domaines. Donc, je ne sais pas, la robotique, le combattant, voilà, qui sont là sont des axes d'appui qui vont permettre de montrer un peu sur quel axe on veut développer, on a besoin d'innover véritablement, particulièrement, et qui en même temps permettent, ces cadres contractuels, de convoquer des projets qui n'étaient pas forcément cadrés au départ, à 100%, avec des partenaires qui, eux aussi, n'étaient pas forcément très cadrés. Bon, après, je ne vais pas donner le détail de la tambouille, si j'ose dire, contractuelle qui va avec. Ça soit quand même sur un titulaire industriel qui anime tout ça. Voilà. Mais il y a quand même des possibilités. Alors, il reste un dernier point quand même, qui a été cité, c'est le passage à l'échelle.
on sait bien faire maintenant, je pense, ces accords cadres et d'autres contrats qui s'en inspirent. Il demeure pas moins que le passage à l'échelle est une vraie douleur, j'ose le dire, c'est-à-dire l'incapacité finalement de faire rentrer dans des programmes d'armement des innovations qui parfois viennent juste d'être développées et sont proprement disponibles à monter dans le camion. Peut-être Philippe Zilberstein, sur cette notion à la norme, sur cette relation à la norme des grandes organisations, sur la capacité à s'inscrire dans des process qui sont établis, qui sont nécessaires à la bonne vie et au bon fonctionnement des grandes organisations, et comment, au-delà des armées, disons, cette relation peut être remodelée, pour le meilleur et pour le pire, pour favoriser cette innovation. Alors ça, c'est un très très vaste sujet. Ouais. La norme, c'est très souvent des choses qui s'imposent à l'innovateur sur lesquelles il n'aura pas la main. Mais l'innovateur, c'est aussi quelqu'un dont le job va aussi consister à faire évoluer la norme au sens large. L'innovateur, et surtout quand on parle de rupture, c'est presque par définition quelque chose qui change je dis le mot norme dans le sens le plus large. Moi, je parle de modèle mental, mais c'est cette notion-là. L'innovateur, c'est quelqu'un qui change le modèle mental de quelque chose. Henry Ford, quand il lance la Ford T en 1908, il n'invente pas la voiture. La voiture, elle existe depuis une trentaine d'années, voire plus. Par contre, ce qui change, c'est la façon dont on conçoit la voiture. Donc, avant la Ford T, la voiture, c'est un gadget pour les riches. Et après la Ford T, la voiture, c'est un outil de monsieur ou madame tout le monde. Monsieur tout le monde à l'époque. Donc, il change le modèle mental de ce qu'est la voiture. Donc, quelque part, il change la norme de ce qu'est une voiture dans la société américaine et après mondiale. Donc, il y a des éléments qui vont être d'ordre législatif, légal, il y a des éléments qui vont être d'ordre culturel, il y a des éléments qui vont être d'ordre effectivement organisationnel. C'est notre process, c'est comme ça qu'on fait les choses, mais il faut aussi voir ça à la fois comme des choses qui s'imposent à l'innovateur, mais aussi des paramètres qu'il va pouvoir faire évoluer, à plus ou moins court terme, mais qu'il va pouvoir faire évoluer. Les grands innovateurs ont aussi fait évoluer les normes, ils ont fait évoluer les process, ils ont fait évoluer les lois, et donc c'est... alors, il y a une échelle de temps, on ne peut pas forcément le faire à très court terme, mais faire accepter une innovation de rupture passe souvent par faire accepter ce large spectre de normes, de modèles, etc. C'est une matière comme une autre. André Le Scud-Petri, et puis peut-être ce qui me permet d'ouvrir la question plus largement à l'échelle européenne, puisque JEDI travaille à l'échelle européenne, il n'y a pas que les process du ministère des Armées, même s'ils sont irremplaçables, mais voilà, voir aussi ce qui se fait ailleurs et la manière dont on peut coordonner tout ça. Je peux donner une anecdote. Je vous parlais de la conférence de sécurité de Munich. Il y avait un dîner, on était une vingtaine, donc c'était un petit comité avec la commissaire européenne à l'énergie, à qui je signalais que les objectifs des chefs d'État d'avoir 35%, je reviens sur l'électricité, d'origine éolienne mer du Nord en 2035, c'est ce qui a été décidé au stand il y a un an, faisait que dans chaque éolienne, c'est un peu technique, mais vous avez besoin d'aimants permanents pour éviter d'avoir une boîte de vitesse, et qu'aujourd'hui, 92% des aimants permanents, c'est du néodyme ou du dysprosium, c'est des terres rares, sont 92% raffinés en Chine. Donc on était en train de créer une dépendance stratégique beaucoup plus grande, et pour ceux qui connaissent un peu la Chine, ils vont nous tordre, pour parler en bon français, beaucoup plus encore que les Russes ont pu le faire. Et sa seule réponse, c'était de dire oui, mais comme nos... Et donc je lui disais, mais il faut qu'on lance d'urgence un programme de recherche, on revient sur l'objectif, qui est de dire comment on peut trouver une alternative à ces aimants permanents. Donc des matériaux qui en fait ont une capacité magnétique beaucoup plus importante que la magnétite classique ou autre, qui est dans votre boussole. Ah ben non. On a défini entre 2020 et 2027 notre programme cadre. Donc dans le prochain programme cadre, et peut-être que la prochaine commission en 2025 va faire. Voilà l'état dans lequel on est. Et dans tous les cas, je viens sur cette histoire de normes, et c'est un peu lié à l'économie de guerre qui est notre sujet aujourd'hui. C'est un peu facile de demander à tout le monde d'être beaucoup plus agile, de simplifier, etc. Mais le gars qui va faire sa poudre, qu'il aura mal compressé, il y aura un accident qui explosera, bah, ça sera lui qui sera responsable d'avoir fait
un shortcut, d'avoir un petit peu arrondi les angles ou coupé dans les virages, dans les normes. Là, je pense que la seule chose qui est possible, c'est qu'au niveau politique, au niveau des chefs, il y ait quasiment une assurance qui soit donnée. On veut cet objectif d'aller 2 fois, 3 fois, 5 fois plus vite pour monter en charge. Eh bien, c'est nous qui prenons la responsabilité si jamais il y a un problème. C'est ce que les Ukrainiens font aujourd'hui, forcés évidemment par les événements tragiques qui s'y déroulent. Nous, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on dit on veut faire plus vite, mais qui c'est qui prend la responsabilité à la fin? Et si on le laisse finalement au niveau des opérationnels, c'est humain que à chaque niveau, ils vont prendre. Donc ça, c'est sur le sujet des normes. Quand même, sur le sujet très important qu'a cité Laurence Marion sur l'objectif. C'est un peu comme un bon problème de maths ou un bon problème de philo. On passe jamais assez de temps à poser la question. Donc la prochaine fois que vous entendez on va faire un super ordinateur quantique ou on va développer un nouvel modèle IA, mais tout ça c'est pas inintéressant. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va développer des nouveaux matériaux? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va être capable? C'est aujourd'hui DeepMind qui, semble-t-il, aurait un modèle de prévision météo qui est 2-3 fois meilleur en ordre de grandeur que les meilleurs modèles de Météo France ou d'autres. Mais j'imagine, je parle aux grands chefs qui sont dans la salle, celui qui pourra prévoir avec 2 ou 3 semaines d'avance la météo par rapport à d'autres, il a un avantage stratégique, mais massif. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec les supercalculateurs. Il ne s'agit pas de créer une fusée réutilisable pour une fusée réutilisable. Regardez ce qui se passe en ce moment. On est très concentré sur les petits lanceurs. Musk va apparemment lancer ce soir ou demain la 3e Starship. Starship, je ne sais pas si tout le monde est conscient, c'est 50 à 100 tonnes en orbite basse. Ariane 6, croisons les doigts, en juin, en juillet, je ne sais pas, ça sera 10 tonnes et la version lourde, c'est 20 tonnes. Donc déjà, alors que le mantra de l'espace a toujours été, pendant les 40 dernières années, moins de volume et moins de poids. Quand vous lancez 100 tonnes d'un coup, vous changez totalement la manière de penser au truc. On ne pense pas à l'objectif, à l'effet final recherché. Je pense que ça dit quelque chose à plein de gens dans la salle. Et on est très sur la techno. Et accessoirement, en plus, on a du mal à faire comprendre à nos concitoyens pourquoi il faut mettre plus d'argent. Résultat, je crois que dans les 10 milliards de rabots, ceux qui en prennent le plus, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cherchez l'erreur. Gaël deuxième. Excusez-moi, je tire un peu à vue là. Je vais juste rebondir sur finalement cette chose sur est-ce qu'on peut changer les règles, parce que c'est un peu la question qui est posée par sa façon à lui par André. Ce que je voulais souligner, c'est que du côté de nos amis américains, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et si on rejoint les questions d'ordre juridique, ils ont changé un point particulier qui paraît peut-être un petit peu innocent vu de notre fenêtre. Pour les contrats d'innovation de défense, ils ont changé quelque chose dans le droit il y a quelques années. Et depuis, ils en sont à 16 milliards de dollars passés dans les contrats qui relèvent de ce mécanisme de Other Transactions. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans leurs droits spécifiquement pour les achats d'innovation de défense? C'est qu'ils autorisent l'acheteur public militaire à ne pas remettre en concurrence le titulaire d'un contrat de démonstrateur, de prototype. Donc, autrement dit, si un contrat de prototype va au bout, qu'il donne satisfaction, que tout va bien, qu'il est évalué favorablement par, et là je rejoins le côté expertise de la force publique, eh bien, l'acheteur public américain militaire peut passer d'office un contrat directement pour passer à l'échelle sans remise en concurrence. Et ils ont beaucoup joué de cet outil, notamment pour passer plusieurs contrats de prototypage en parallèle. Et puis ensuite, finalement, quel que soit le résultat, si ça s'avère très bon, ils passent des contrats de passage à l'échelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas
l'esprit de la mise en concurrence. Les Américains sont des grands compétiteurs devant l'éternel, hein, tout le monde le sait. Donc ils ont bien cette approche anglo-saxonne de compétition entre les acteurs. D'ailleurs, ils ont un droit qui est similaire au nôtre de ce point de vue. Par contre, ils ont cette clause. Voilà. Donc, justement, ça permet de faire la comparaison, peut-être, Laurence Marion, puisque pour nous, il y a le droit français, puis il y a aussi le droit communautaire, le droit européen, qui s'impose sur cette question de la mise en concurrence. Donc, comment est-ce que vous voyez en fait ce cadre, enfin, j'allais dire contrainte, mais c'est à vous de définir si c'en est une ou pas, et disons les marges de manœuvre, puisque le domaine militaire n'étant quand même pas tout à fait comme les autres, quand bien même on est dans l'Union européenne. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que ces règles communautaires, notamment de mise en concurrence, d'appel de marché, etc., contraignent ou pas l'agilité du MINARM pour ce genre de projet? Les règles européennes, elles interviennent surtout dans la fixation de seuils, mais qui sont en réalité moins contraignants que ce qu'on peut imaginer. Et sans que ce soit d'ailleurs forcément de la surtransposition, il se trouve que les seuils qu'on s'applique à nous-mêmes en droit français sont très souvent en deçà de ce qu'autoriseraient les directives européennes. C'est souvent surprenant pour les non-spécialistes de la matière, tout simplement parce qu'il y a une préoccupation qui n'est pas non plus exempte de considérations liées au marché. On a souvent des petits acheteurs, on a des collectivités territoriales et il faut encadrer, et c'était tout un processus qui s'est mis en place à un moment où on a souhaité lutter également contre des marchés qui étaient bipés, et donc c'était une vraie difficulté, et il y a eu un mouvement peut-être excessif, mais en tout cas qui a permis d'objectiver les processus de passation, et qui fait qu'on a aujourd'hui un code de la commande publique qui est qui est plus rigoureux que ce que nous permettrait l'application stricte des seuils européens. Alors, pour autant, et c'est un exercice qu'on a commencé à faire depuis 2, 3, 4 ans, on essaye d'avoir un discours qui nous permette de dire, écoutez, on comprend parfaitement les préoccupations qui sont même de niveau constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel veille également à ce qu'on ménage le bon emploi des deniers publics, la concurrence, mais en disant, écoutez, au ministère des Armées, on est le plus gros acheteur de l'État, il y a une véritable habitude, on a par ailleurs des interlocuteurs, une BITD qui sont assez rompus à ces questions, et on a une vigilance collective pour éviter la captation de la valeur et la mise en place de monopoles. Laissez-nous sur nos marchés augmenter et pouvoir appréhender un peu cet espace que nous laisseraient les directives européennes. Et donc on est parti sous 2 axes, les marchés d'innovation, comme je vous l'ai indiqué, et les marchés de défense et de sécurité, ces fameux MDS qu'on est à peu près les seuls à passer. On a bougé des curseurs, on est passé de 30 à 100 000 euros comme seuil qui permettent de ne pas appliquer je dirais la stricte concurrence, parce qu'en réalité on l'a quand même en permanence à l'esprit. Aujourd'hui, on est un peu rattrapé parce que le droit commun s'est calé également sur ce seuil de 100 000, et on remet sur le métier. Ça fait partie des réflexions qu'on a vraiment là, je dirais, dans les mois qui viennent, de pouvoir rouvrir une possibilité d'investir l'espace. On est à 430 000 euros sur les marchés d'innovation comme seuil maximal dans les directives européennes. Vous voyez bien qu'entre 100 000 et 430, il y a encore une marge de manœuvre. Et tout ce qui pourra être fait pour permettre justement de faciliter l'innovation et de plaider le savoir-faire et la spécificité militaire sera fait pour essayer de convaincre toute la chaîne normative qui nous permet d'avoir ces assouplissements. Gaël Desil ? Oui, pour avoir un tout petit peu étudié les pratiques américaines, j'ai cru comprendre, puisqu'on parle des seuils, que dans un contrat américain d'innovation, donc nos études amont, hein, leurs seuils ils sont à 10 millions de dollars. Et ça, c'est le premier seuil. Pour aller, l'exigence, c'est d'aller chercher son directeur local pour qu'il accepte et qu'il valide l'achat. Le directeur local, l'équivalent, ce serait le directeur de l'agence d'innovation de défense pour nous. Hein. C'est quelqu'un de très accessible. On l'a en face dans le couloir, si vous voulez. Et ensuite, il y a un deuxième seuil, il y a 50 millions. Et je crois que le troisième seuil, qui doit être à plusieurs centaines de millions de dollars, bon, là, il faut quand même le secrétaire d'État à la Défense, il faut qu'il donne son accord. Donc, et je pense que ça, c'est plus en rapport, si je puis me permettre humblement la remarque,
avec les besoins. C'est-à-dire que quand on déclenche des opérations où on ne sait pas du tout où on va, l'innovation et surtout la rupture, je crois qu'on l'a dit, c'est très long et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va aboutir. C'est plus ce genre de somme dont on a besoin que les 430 000 euros des seuils européens. Peut-être André Le Scrupietri, Oui, très rapidement, juste sur le sujet de la concurrence, parce que moi je trouve que le message quand même positif qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout ce dont on parle, c'est des sujets sur lesquels on a la maîtrise nous-mêmes. Donc c'est pas la faute de tel ou tel pour lequel. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Mais quand même sur le sujet de la concurrence, je reviens sur mon histoire de la prospective. Je vais vous raconter une autre anecdote. En 2015-2014, la Commission autorise le rachat de WhatsApp, que je pense la plupart d'entre vous utilisent dans cette salle, par Facebook, et il est noté à la page 116. Je l'ai regardé de mes propres yeux pour y croire, où la Commission dit non, Facebook Messenger, qui est la messagerie instantanée de Facebook, n'est pas concurrente, n'est pas sur le même marché que WhatsApp. Et donc ils autorisent. Aujourd'hui, Facebook, heureusement, a WhatsApp, parce que son application classique est un peu plus, enfin pas en perte de vitesse, mais moins dans la croissance. Deux leçons, deux rétextes de ça. Un, à nouveau, le sujet de la capacité d'anticiper. C'était pas évident ce qui se passerait, mais on pouvait quand même deviner qu'il y aurait une consolidation. Et deuxième chose, je pense qu'on est vraiment, pardon d'être aussi direct, on est sur des a priori, vous disiez il faut favoriser la concurrence. Oui, mais enfin, c'est pas l'objectif à nouveau, la concurrence. L'objectif, c'est la prospérité, c'est le fait qu'on ne soit pas dépendant des autres, etc. Si la concurrence devient un objectif en soi, l'autre chose que c'est toujours bien de citer des Nobel, je vais en citer un autre, qui est un Nobel français assez connu, qui a fait un peu de choses dans le quantique. Il me disait, je passe en moyenne 30 à 40% de mon temps à remplir des dossiers d'innovation. Est-ce que c'est la meilleure utilisation du temps d'un prix Nobel de physique ? Je ne suis pas sûr. Et donc ça a quoi comme conséquence ? C'est que les meilleurs aujourd'hui ne candidatent plus aux projets d'innovation publique. Et donc on a une médiocrisation, le terme est un peu dur, parce que les meilleurs aujourd'hui n'ont plus besoin. Aujourd'hui, ils vont faire leur doctorat chez Google, chez Facebook, etc. Et enfin, sur les seuils, dernier petit point, est-ce que tout le monde est conscient que, on peut le déplorer, mais que chez OpenAI, sur les 770 salariés, le salaire moyen, c'est 950 000 $. Le salaire moyen. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette à jour notre logiciel de c'est quoi la concurrence dans la technologie aujourd'hui et dans l'innovation, elle est essentiellement sur les talents. Elle est plus sur les parts de marché, elle est plus sur... Et donc, il faut complètement changer notre logiciel là-dessus. Et je regrette que les élections européennes, qui devraient être une manière de remettre à plat ces sujets-là, n'abordent pas du tout c'est le moment ou jamais. Peut-être juste avant d'ouvrir les questions à la salle, Philippe Gilbert, j'aurais aimé vous entendre sur cette question de la relation paradoxale à la concurrence, où voilà, c'est dans la doxa que la concurrence est le moteur de l'innovation et que c'est ce qui s'en nourrit. Et puis, on voit ce qu'on en dessine les limites, ou le moment où ça devient un frein, notamment par ces process de mise en concurrence. Je vais être le représentant de la frange ultralibérale de ce panel. La concurrence, ce n'est pas un totem, c'est un outil. C'est-à-dire qu'on sait depuis très longtemps que c'est ce qui fonctionne le mieux pour atteindre un certain objectif. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons pour ça, mais il y en a une qui est importante, c'est que, et c'est particulièrement pertinent dans le domaine de la rupture, on ne sait pas à l'avance qui va gagner, on ne sait pas à l'avance quel techno va gagner, on ne sait pas à l'avance quel usage va l'emporter. Si on n'a pas une certaine diversité, on va tout miser sur un truc et le risque qu'on rate est très élevé. Donc, parmi toutes les raisons pour lesquelles il peut y avoir de bonnes raisons de défendre la concurrence, on peut être plus ou moins d'accord, il y en a au moins une qui est que dans cette très forte incertitude qu'on a quant au résultat final, si on restreint ça, on se ferme des options en fait, et on le paye très cher. Après, effectivement, il y a un autre paradoxe, mais l'innovation est remplie de paradoxes, c'est que d'une certaine façon, un innovateur est toujours un monopole. Quand je suis le premier à inventer un médicament contre tel ou tel cancer, j'ai de fait un monopole. Donc, le paradoxe, c'est qu'en situation d'innovation très en amont, très en pointe, on va être avec des gens qui sont les seuls sur le marché, au sens le plus large, à offrir une solution au problème qu'on a.
vous voyez, donc, et après, il y a un peu ces deux extrêmes-là. Donc l'intérêt, je dirais, du corps social, mais aussi du politique et du public, c'est que on ne veut pas être confronté à un monopole. Hein, s'il n'y a qu'une seule personne à qui on peut acheter, ben, on va être pieds et poings liés. Et donc cette nécessité de maintenir un degré concurrentiel, je pense que c'est une bonne hygiène pour que l'État, à un moment donné, ne se retrouve pas face à un seul offreur, comme on peut le voir dans certains domaines, le médical notamment, où on dit bah, si vous voulez soigner ce cancer-là, il n'y a que nous. Donc c'est nous qui dictons le prix. Donc je veux dire, la concurrence, ce n'est pas juste un totem dans l'absolu. Il y a des conséquences très concrètes si on n'a pas cette concurrence-là. Voilà, vaste sujet. Hein. Qui sera peut-être prolongé dans les questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Ah pardon, excusez-moi. Peut-être très rapidement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Quand on dit mettre en concurrence, c'est quand même se confronter à la nouveauté, à la surprise. Donc je crois que derrière la concurrence même, c'est le ferment de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on nous demande derrière de absolument garantir finalement un marché, un défaut de mise en concurrence pour de l'innovation qui de toute façon, si elle est réussie, devrait avoir en aucune façon peur de compétiteurs qui par construction ne seront pas sur le même créneau. Donc ce qu'il faut, je pense, et ce qui est en réalité la crainte, c'est que ces logiques de mise en concurrence, ça veut dire ce que vous avez évoqué, la paperasserie, du temps perdu et finalement beaucoup de gaspillage de temps. Donc il faut qu'on puisse, sans renoncer à l'émulation, sans renoncer à la confrontation, se donner les moyens d'avoir des procédures rapides, des procédures qui soient moins technocratiques, de faire appel à des manifestations d'intérêt pour pouvoir très vite ramasser les cartes sans pour autant offrir des rentes qui, à long terme, seraient probablement je dirais, un peu annihilante pour la logique d'innovation qu'on souhaite justement promouvoir. Donc voilà, et ça c'est un vrai défi pour des juristes. Merci beaucoup.